Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Donc mes amis, c'est reparti pour une longue série de vidéos qui, je l'espère, ne connaîtra plus de coupure majeure. Je tiens, avant de commencer cette vidéo, à tous vous remercier autant que vous êtes. Car suite à ma dernière vidéo où je vous ai un peu trollé, j'ai vu que j'avais une sacrée communauté. Vous êtes là depuis des années, toujours fidèles au poste, toujours là à soutenir contre vents et marées, et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Aujourd'hui, pour vous faire plaisir, car je sais que vous aimez ça, je vous ai préparé le décryptage de la deuxième saison de Squid Game. On avait déjà abordé la première saison il y a quelques années, en 2021 si je me souviens bien, et donc avec la sortie de cette nouvelle saison, je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'en reparler, car cette série n'est pas aussi anodine qu'elle pourrait le paraître. Elle déborde de violence, de symbolisme et porte un message encore plus puissant. Un message qui, en substance, dit ceci. Ceux qui osent défier les élites ou s'écarter de leurs règles en subiront les conséquences. Dans la première saison, nous avions mis en lumière comment des centaines de personnes, souvent désespérées et en grande difficulté financière, étaient recrutées par une organisation mystérieuse pour participer à des jeux d'enfants. La promesse, une somme d'argent colossale en récompense. Mais le piège, car il y en avait un, était glaçant. Les perdants ne se contentaient pas de quitter le jeu. Ils étaient éliminés de manière brutale. Comme nous l'avons souligné lors du décryptage de la saison 1, cette série ne se contentait pas de montrer des jeux douteux proposés aux candidats, ni même de choquer par sa violence explicite. En réalité, elle dissimulait des messages profondément ancrés dans les réalités de nos sociétés contemporaines. Mes chers amis, à tous les parents dont les enfants pourraient avoir vu cette série ou revenir de l'école en parlant que de ça, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo. Elle vous permettra de comprendre à quoi ils s'exposent et, si le sujet revient dans leur discussion, de les aider à s'en détacher pour bien sûr garder leurs pieds sur terre. Dans les 2 premières saisons, on voit clairement que les jeux sont faits pour amuser des gens riches et pervers. Et si on y regarde de plus près, Squid Game fait un clin d'œil évident à leurs équivalents dans la vraie vie. Regardez cette scène par exemple. On peut remarquer un symbole fort, déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne. Autour de cette table, en forme de pyramide, les 3 finalistes du jeu sont invités à dîner dans un décor qui transpire le symbolisme maçonnique. Le damier au sol, la pyramide, tout est là, mais on va y revenir. Regardons de plus près le logo de la série qui, mine de rien, résume parfaitement son message. Le rectangle symbolise la masse, la majorité des gens. Le cercle, en bas, représente ceux qui sont pauvres, accablés par leurs dettes. Le triangle, lui, incarne l'élite qui domine cette masse. Et enfin, le cercle tout en haut fait référence à l'élite occulte. Une puissance invisible qui tire les ficelles du monde. Dans Squid Game, le jeu se concentre sur la partie basse du logo. Ceux qui sont au bas de l'échelle, pris au piège d'un système impitoyable. Dans la première saison, on avait bien vu que l'histoire tournait autour de l'élite occulte qui manipule les foules à travers des tactiques bien rodées. Les petites gens, comme on les appelle, ils sont présentés comme du bétail prêt à être sacrifié dans des rituels macabres pour satisfaire les envies de leurs dirigeants. Malgré ces messages sombres, Squid Game est rapidement devenu la série la plus populaire de Netflix. C'est quand même dingue. Et ce succès s'explique en grande partie par un marketing de dingue qu'ils ont orienté vers les plus jeunes et par l'avalanche de contenu qui inonde des plateformes comme TikTok. Encore et toujours TikTok, les amis. Ceux qui laissent leurs enfants traîner là-dedans, vous êtes vraiment suicidaires. Mais ce n'est pas le sujet. En France, on a aussi assisté à ce gros coup de pub sur les Champs-Élysées, orchestré par un youtubeur inconscient, en plus d'être manifestement manipulé. Pour faire simple, par des moyens détournés, les créateurs de Squid Game ont réussi à capter l'attention des enfants et des adolescents, les exposant à une violence extrême, à une déshumanisation glaçante
et, plus troublant encore, à une vision dystopique où le non-respect des règles imposées par l'élite mène directement à la mort. Et Netflix ne s'est pas arrêté là. Ils ont poussé le cynisme encore plus loin en lançant un jeu mobile inspiré de la série, clairement conçu pour séduire les enfants et les inciter à plonger dans cet univers. Certaines scènes de la série semblent même spécialement calibrées pour captiver les plus jeunes avec leurs couleurs vives, leurs costumes intrigants et une musique qui reste en tête. Dans la série, les soldats portent des symboles qui rappellent les boutons d'une manette PlayStation. Et avec un nom comme Squid Game, tout est pensé pour capter l'attention des jeunes. Ajoutez à ça des décors colorés, presque enfantins, qui ressemblent à des aires de jeu, et vous avez une recette parfaite pour attirer les plus vulnérables. Dès le début de chaque épisode, une scène clé apparaît intégrant le logo de Netflix. C'est un peu comme si la plateforme nous disait « Oui, on assume totalement de parler de ce labyrinthe d'endoctrinement ». Alors bien sûr, je sais que certains diront « Mais c'est pas nouveau, les enfants ont toujours été exposés à des contenus violents, quoi !» Mais ici, la stratégie marketing et l'emballage visuel poussent encore plus loin l'envie de séduire ce public vulnérable. La violence dans Squid Game est dérangeante parce qu'on n'est pas face à un héros qui tire sur des méchants pour sauver quelqu'un qu'il aime. Non. Ici, on voit des gens ordinaires, sans défense, désarmés, exécutés froidement par des soldats anonymes et sans visage, simplement parce qu'ils ont osé désobéir. C'est une violence oppressante, systématique, presque dystopique. Dans la première saison, ces scènes frappaient les téléspectateurs par leur côté choquant et profondément perturbant. Mais voilà, dans la deuxième saison, on s'y attend presque. Et c'est là que les choses prennent une tournure perverse. Parce que les spectateurs ont pris goût à ces scènes de fusillade qu'ils considèrent comme la meilleure partie de la série. Prenons par exemple le tout premier épisode de la saison. On assiste au recruteur du jeu qui se tire une halle sous le menton, juste devant 456. Puis, dans le dernier épisode, rebelote. Un candidat finit par se suicider après l'échec de la rébellion contre les gardes. Ce qui est frappant, c'est que la saison commence et se termine de la même manière, avec des suicides quasi identiques, mais il y a une différence dans le message. Le premier acte de résistance, c'était un geste fort, une révolte désespérée contre le pouvoir. Par contre, le dernier tweeted envoie un message complètement différent. Il dit en gros, si vous essayez de vous rebeller contre l'élite, vous perdrez. Autrement dit, restez bien sagement à votre place, taisez-vous et conformez-vous. Et face à cet univers ultra violent et oppressant, que fait un joueur comme Thanos, le rappeur de la série? Eh bien, il avale des pilules planquées dans un pendentif en forme de croix. Comme si, au final, s'anesthésier était présenté comme une option viable pour supporter tout ça. Franchement, on voit bien ici comment tout est fait pour attirer les jeunes. Ces pilules sont colorées et ressemblent carrément à des bonbons. C'est clair que ça vise un public jeune sans même s'en cacher. Dans la série, on voit les candidats complètement terrifiés, forcés de participer à des jeux où tout finit inévitablement dans un bain de sang. Prenons un exemple. Ce jeu où les joueurs doivent rester debout sur une plateforme tournante tout en étant littéralement entourés du sang de ceux qui ont échoué juste avant eux. Ce qui rend ça encore plus glauque, c'est la chanson enfantine et sinistre qui joue en boucle pendant que la plateforme tourne. Bizarrement, cette chanson est devenue virale. Une autre manière, franchement inquiétante, d'attirer les jeunes vers ce spectacle ultra malsain. Et quand la plateforme s'arrête de tourner, un chiffre est annoncé. Les joueurs n'ont plus le choix. Ils doivent vite se regrouper exactement à ce nombre et courir dans une salle disponible. Ce qui est chaud, eh bien, ils sont éliminés sans pitié par les soldats. On voit même une scène où les joueurs, pris par la panique, sont prêts à se trahir et à se retourner les uns contre les autres juste pour sauver leur peau. Ce jeu, en surface, peut sembler comme une simple fiction brutale. Mais en fait, il illustre quelque chose de bien plus profond. Une façon dont l'élite manipule et contrôle les masses. Les gens, tout comme les joueurs, passent leur vie à tourner en rond, dans une société où tout semble se contrôler, jusqu'à ce qu'une crise éclate. Une crise bien souvent provoquée par les puissants. Ici, la crise est représentée par le manque de ressources. Il
n'y a pas assez de salles pour tout le monde. Et là, c'est le chaos. Toute solidarité disparaît. Les gens acculés agissent comme des animaux, prêts à tout pour survivre. Et c'est là que l'élite entre en scène pour faire ce qu'elle aime le plus. Ramener un soi-disant ordre à partir du chaos qu'elle a elle-même créé. Pourtant, au milieu de tout ça, Thanos, lui, eh bien, il s'amuse. Mais pourquoi? Parce qu'il est complètement sous l'effet de ces fameuses pilules. Dans la série, cette rogue mystérieuse n'a aucun inconvénient apparent. Elle permet à Thanos d'être dans l'état d'esprit parfait pour performer dans les jeux, car il est concentré, détendu, détaché et soyons honnêtes, juste assez sociopathe pour réussir et gagner. Et encore une fois, ça fait écho à la vie réelle. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont encouragés à consommer toutes sortes de soi-disant médicaments pour tenir face à la pression de la société. En gros, on te vend l'idée que ces médicaments peuvent te transformer en version idéale de toi-même, un peu comme Thanos qui se dope pour affronter les absurdités brutales des jeux dans Squid Game. Le message envoyé par la série, et surtout aux jeunes, est carrément toxique. En gros, les drogues synthétiques, c'est génial. Ça te rend invincible. Franchement, je serais même pas étonné d'apprendre que cette série a été sponsorisée par des labos pharmaceutiques. Dans la deuxième saison de Squid Game, on remarque qu'à travers un autre personnage, le 120, la série semble pousser un nouvel objectif, l'agenda transgenre. Étant donné que cette série est l'une des plus regardées de tous les temps, il n'est pas difficile de penser que certaines élites en ont profité pour avancer leur programme de brouillage des genres. Pour cela, les créateurs ont choisi Park Sung-hoon, un acteur non transgenre, pour incarner un personnage transgenre. Et ce choix n'a pas manqué de faire réagir, car certains militants LGBT ont critiqué le fait qu'un acteur cisgenre ait été sélectionné pour ce rôle, réclamant qu'un acteur transgenre soit choisi à la place. Mais le réalisateur a répondu simplement qu'il n'y avait pas d'acteur transgenre en Corée du Sud à qui confier le rôle. On parle ici d'un pays socialement conservateur, ce qui montre bien que l'ajout d'un personnage transgenre dans cette série n'a pas été fait pour refléter la société. Non mes amis, ce personnage a en fait été intégré de façon forcée, presque artificielle, avec en toile de fond un objectif clair, endoctriner. Le réalisateur lui-même n'a pas caché ses intentions. Dans une interview, il a dit ce qui suit. En créant un personnage comme le 120, à travers ses choix, ses actions et la façon dont elle se comporte dans le jeu, j'espère que cela pourra sensibiliser les gens aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Fin de citation. En gros, il voulait que les spectateurs tombent sous le charme de ce personnage et qu'ils l'apprécient coûte que coûte. Ce n'était pas juste pour raconter une histoire, mais pour transmettre un message bien précis. Le personnage 120 a été créé pour être littéralement parfaite, intelligente, douce, courageuse, attentionnée, héroïque et même une leader née. En gros, elle est tout ce qu'on peut imaginer de mieux, au point que ça en devient presque agaçant. C'est un super-héros sans défaut, ultra cool et rempli de qualités irréalistes. Mais ce personnage n'est pas là par hasard. Le personnage 120 est utilisé pour faire passer un message clair, promouvoir l'agenda transgenre et, surtout, décourager toute critique à ce sujet. Par exemple, dans une scène, une vieille femme demande à son fils si le 120 est un homme ou une femme. Elle se demande même si les gens peuvent faire ça maintenant. Elle se pose une question simple, presque naïve. Comment quelqu'un qui est à l'origine un homme peut-il devenir une femme? Son fils, visiblement mal à l'aise, lui demande de se taire. Mais la vieille dame n'en démord pas et répond que non, ce n'est pas une question de débat, c'est l'un ou l'autre. Pour elle, très clairement, soit on est un homme et on le reste, soit on est une femme, point final. Mais son fils, pas vraiment d'accord, lui rétorque qu'elle ne peut pas dire ça. Dans une autre scène de la série, on voit cette même vieille dame réconforter une jeune fille enceinte dans les toilettes pour femmes. Mais là, quelque chose cloche. Juste derrière, on aperçoit le personnage 120 caché en arrière-plan. Et honnêtement, il n'y a aucune raison pour qu'il soit là, mais pourtant il y est. Pourquoi? Parce que l'idée ici, c'est de normaliser. Normaliser quoi? Eh bien qu'un homme biologique puisse se retrouver dans les toilettes des femmes, tranquillement. Une idée qui semble être devenue une obsession pour certaines élites dirigeantes.
Et en parlant d'élite, attendez de voir à quel point leur présence est omniprésente et écrasante dans cette série. Avec ses symboles visuels marquants et directement inspirés des sociétés secrètes, Squid Game ne cache pas son message. Les organisateurs de ce jeu macabre ne sont pas de simples riches choisis au hasard. Non, ce sont des élitistes avec une obsession pour l'occultisme. Dès le début de la saison, on voit le 456 se retrouver dans une limousine transportant les participants vers le jeu. Et c'est là qu'il échange avec le responsable des jeux via un haut-parleur en forme de tirelire cochon. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Cette tirelire est placée sur un motif en damier noir et blanc. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui en réalité est chargé de sens. Ce motif, très présent dans les loges maçonniques, est la surface sur laquelle se déroule le rituel de transformation. Dans Squid Game, les éliminations des participants ne sont pas de simples morts. Elles sont dépeintes comme des sacrifices rituels. Le damier, lui, représente un concept fondamental de l'occultisme, la dualité. Les cases noires et blanches symbolisent l'opposition entre la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la vie et la mort. Tout est soigneusement pensé pour accentuer cette atmosphère mystérieuse et pesante. C'est souvent dans l'équilibre des forces opposées que la magie opère, du moins selon certains. L'élite aime se convaincre qu'elle peut compenser ses mauvaises actions par de bonnes. C'est leur façon de justifier l'injustifiable. Dans ce cas, les massacres du jeu seraient excusés parce qu'ils aident entre guillemets les gens à sortir de la pauvreté. En y regardant de plus près, on remarque que la plupart des dialogues de la saison se déroulent dans une pièce où tout tourne autour du motif de la dualité. Au pied des murs, il y a des croix, un symbole qu'on voit souvent dans la série. Mais ce n'est pas tout. Si vous levez les yeux, vous apercevrez aussi des croix inversées, un symbole emblématique du satanisme. Ce détail subtil vient encore renforcer ce thème de la dualité omniprésent. En plus de tout ça, Thanos cache des pilules dans un pendentif en forme de croix. Cette croix, décorée d'un serpent, souvent associé à Satan, renvoie directement à l'idée de dualité, un thème central. Comme dans la première saison, les corps des candidats éliminés sont placés dans des cercueils sinistres ornés d'un nœud. Ce détail symbolise le cadeau offert à l'élite. Un peu comme dans notre monde réel, les candidats évoluent sans même s'en rendre compte dans des lieux saturés de symboles liés à ceux qui les contrôlent. Et tout comme dans la vraie vie, l'élite manipule les masses à travers diverses méthodes. Après chaque manche, les joueurs ont le choix de voter. Soit continuer pour tenter de gagner plus d'argent ou bien s'arrêter et rentrer chez eux. Ce processus de vote a plusieurs significations. D'abord, il garantit que les participants prennent part au jeu de leur plein gré. Ceci est un concept crucial dans la philosophie occulte de l'élite, notamment pour éviter des répercussions karmiques. Mais il y a aussi une raison plus terre-à-terre, celle de créer des divisions. Cette dynamique est parfaitement mise en lumière dans une scène clé. Au lieu de s'unir pour affronter ceux qui les oppressent, les joueurs se divisent à cause de leurs idéologies et finissent par s'opposer entre eux. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Eh bien, dans la vraie vie, on voit exactement la même chose. Les gens, profondément divisés par leurs opinions politiques, se battent entre eux au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Dans le jeu, après avoir voté, chaque joueur doit afficher son choix en portant un badge. Ceux qui ont voté pour rester ont un badge rond et ceux qui ont voté pour partir ont le X. Ce simple geste devient une étiquette, une manière de les catégoriser et de les définir. Regardez cette scène. Le joueur 456 est assis avec le joueur 001. Si vous avez vu la première saison, vous savez que le joueur 001 n'est pas ce qu'il semble être. En réalité, il est le cerveau derrière tout ça. Mais il se fait passer pour un concurrent ordinaire. Autrement dit, il travaille pour l'élite. Et pourtant, pour une raison obscure, le personnage 456 continue de lui faire confiance et se laisse influencer par ses paroles malgré tout ce qu'il a vécu dans les jeux précédents. Le joueur 001 a un seul but, semer le chaos. À un moment clé, il devient celui qui a le pouvoir de
tout faire basculer. Si ils votent rond, les jeux continuent. Si ils votent la croix, c'est l'égalité et un autre vote doit avoir lieu le lendemain. Alors que décide-t-il? Eh bien, il va décider l'égalité. Et pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que cette nuit-là, les camps adverses vont tout faire pour s'entretuer afin d'influencer le prochain vote. Et pour amplifier le chaos, les organisateurs ajoutent une petite touche stratégique. Ils glissent une fourchette dans le repas des joueurs. Une simple fourchette, mais qui devient une arme entre leurs mains. Résultat, dès le repas terminé, c'est l'escalade. Les joueurs des camps opposés s'attaquent sauvagement, se poignardent et avec quoi? Eh bien avec ces fameuses fourchettes. Une véritable scène de carnage orchestrée avec une précision froide et calculée. Et pendant que c'est le chaos total dans les toilettes, les soldats, eux, restent plantés là sans rien faire. Ils représentent en fait l'élite qui adore voir les masses s'entre-déchirer à cause de leurs convictions politiques. Mais à un moment donné, le personnage 456 tente de calmer le jeu. Il convainc certains joueurs d'arrêter de se battre entre eux et de se retourner contre les organisateurs du jeu. Son plan, cependant, est loin d'être parfait. En gros, il accepte que certains joueurs devront mourir dans le processus. Et quand le joueur 001 qui fait partie de l'élite entend ça, il lui demande carrément « Alors, ton plan c'est de sacrifier quelques-uns pour sauver les autres ?» Et là, 456 répond sans détour « Si ça peut mettre fin à ces jeux, alors oui, le sacrifice en vaudra la peine. » Étonnamment, cette réponse semble satisfaire le joueur 001. Et pourquoi? Parce qu'au fond, tout ça repose sur l'idée même de sacrifier des vies. Dans le dernier segment de la saison, on voit le personnage 456 tenter de mener un soulèvement contre le système. Mais ce soulèvement était condamné dès le départ, infiltré par l'élite. Après avoir aidé à organiser la révolte, le joueur 001 piège 456, ce qui finit par le forcer à se rendre. Et là, on fait un bond dans le premier épisode, où The Frontman lui demandait s'il voulait être un héros. Mais à la fin, il lui balancerait une piqûre cinglante pour l'humilier. Une claque symbolique, un rappel que même les meilleures intentions peuvent être manipulées. La morale derrière Squid Game est la suivante. Ne vous opposez pas à l'élite, restez démoralisés, prenez vos pilules et continuez à scroller sur Netflix. Même si Squid Game est une production sud-coréenne, son message vise clairement l'élite mondiale et, par extension, un public mondial. La deuxième saison a explosé tous les records, se classant numéro 1 dans plus de 92 pays. Avec une audience aussi massive, les créateurs de la série n'ont pas fait les choses à moitié. Leur stratégie, attirer les plus jeunes grâce à un marketing viral bien calculé, parce que soyons honnêtes, ce sont eux les plus faciles à influencer. Et une fois que les jeunes sont happés, la série leur dépeint un monde dystopique où une élite tire toutes les ficelles. Dans cet univers, si vous osez dévier de la norme, vous êtes littéralement éliminé. En prime, on vous glisse subtilement des messages. Prenez vos pilules, c'est normal pour tenir le coup. Ou encore, les hommes trans sont parfaits et doivent être acceptés partout, y compris dans les espaces des femmes. Le tout est servi sous un emballage si bien ficelé qu'on ne voit même pas les fils. Mais au final, est-ce qu'on regarde vraiment une série? Ou est-ce qu'on assiste à une leçon sur comment vivre dans un monde contrôlé? Squid Game, ce n'est pas juste une série pleine de tensions et de rebondissements. Derrière tout ça, il y a un message puissant. L'élite dévoile son plan à travers ce qu'on appelle la révélation de la méthode. Les jeux, les symboles, tout est là pour montrer comment ceux qui sont au sommet manipulent les masses. Ils divisent les gens, truquent les systèmes et infiltrent même les révoltes pour garder le contrôle. En bref, ils jouent avec nous comme dans un grand jeu orchestré. Voilà tous mes amis, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez-moi cette vidéo sur Pluton par vos likes, vos partages. Bombardez-moi cet espace commentaire, on a un algorithme à réveiller, donc mettez les bouchées doubles. Je vous dis à très bientôt, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.